Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire des années 1880, alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Irlande. Dans l'Irlande des années 1880, la vie des pauvres était marquée par une pauvreté extrême, des conditions de travail difficiles et des opportunités limitées. La société agraire était confrontée à la question de la répartition des terres, ce qui aggravait la situation des familles pauvres et rendait leur existence difficile et souvent désespérée. Mamstrasna était un village isolé dans l'ouest de l'Irlande. Les habitants vivaient sur de petites fermes et la plupart d'entre eux vivaient dans une pauvreté extrême. Le village se trouvait à 8 miles du poste de police le plus proche et à plus de 10 miles du médecin le plus proche. Ceux qui y vivaient n'avaient pas les moyens d'avoir un cheval et une carriole. Alors, ils faisaient de longues marches pénibles de plus de 2 heures pour accéder aux services essentiels. La famille Joyce vivait dans le village dans un petit bâtiment de 2 pièces. Ils étaient composés de Jean, sa femme Brigitte, ses 3 enfants issus d'un précédent mariage, et sa mère, Marguerite, qui avait plus de 80 ans. Il y avait un autre fils nommé Martin qui travaillait dans une ferme à quelques kilomètres de là et ne vivait donc plus avec ses parents. Leur maison, une humble demeure, reflétait une vie de simplicité et de lutte. La porte d'entrée de la propriété donnait sur la cuisine. Il y avait une cheminée, mais pas de conduit. À la place, un trou dans le toit laissait s'échapper la fumée. À l'autre bout de la cuisine, il y avait un espace où certains animaux étaient gardés après la tombée de la nuit, afin qu'ils ne soient pas volés pendant la nuit. Sur le côté de la cuisine, il y avait une petite pièce, de seulement 6 pieds sur 4, où la plupart des membres de la famille dormaient. Le rythme quotidien des pauvres qui travaillaient la terre dans les années 1880 s'étendait de l'aube au crépuscule. Les matins des ouvriers commençaient par s'occuper du bétail et cultiver les maigres champs. Le travail manuel s'étendait à la réparation des outils et à l'entretien de leur modeste ferme. Le vendredi 18 août 1882, le soleil s'est levé juste après 6 heures du matin et les habitants locaux ont commencé à se réveiller et à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Un homme qui s'était levé avec le soleil s'appelait John Collins et il vivait près de la maison Joyce. Il décida de remonter la route pour demander à son voisin s'il pouvait lui prêter une carde à laine. Elle servait à préparer la laine avant le tissage. En s'approchant de la propriété, un sentiment de malaise l'envahit. La porte en bois solide, habituellement verrouillée de l'intérieur, était brisée et sortie de ses gonds. En enjambant les débris, M. Collins entra dans la maison, totalement inconscient de la découverte stupéfiante qui l'attendait. En entrant, il se retrouva face au corps sans vie de John Joyce, nu, étendu sur le sol de la cuisine. La vue choquante le poussa à faire immédiatement demi-tour et à sortir en courant de la maison. Dans la précipitation, il rassembla quelques membres de la communauté locale et lorsqu'ils revinrent à la résidence des Joyce, M. Collins et quelques autres entrèrent pour enquêter. À l'intérieur, une découverte macabre eut lieu. John Joyce gisait mort, abattu de 2 balles. Mais l'horreur s'accentua lorsqu'ils trouvèrent Bridget, Margaret et Penny, âgées de 14 ans sans vie, leur corps laissé dans la maison. Les femmes avaient connu une fin atroce, apparemment massacrées à coups de marteau. Les blessures étaient graves, révélant la brutalité de l'attaque, avec l'ampleur des dégâts clairement évidente. Dans la plus petite chambre, les 2 fils de M. Joyce, Michael, 17 ans, et Pat, 11 ans, ont été découverts dans leur lit. Tous 2 avaient reçu des blessures par balle à l'abdomen et à la tête. Mais, miraculeusement, les 2 garçons étaient encore en vie. C'était une scène choquante. 4 morts et 2 blessés graves à l'intérieur de la maison. Conscient de l'isolement de Mamstrasna, la peur planait dans l'air car les habitants soupçonnaient que les meurtriers pouvaient être parmi eux. Un silence paralysant s'ensuivit, empêchant quiconque d'apporter de l'aide aux garçons survivants, de peur qu'ils ne subissent le même sort. Néanmoins, 11 hommes courageux entreprirent le difficile trajet de 13 km jusqu'au poste de police le plus proche, déterminés à signaler les événements tragiques qui s'étaient produits dans leur village. À 11 heures du matin, la police arriva sur les lieux macabres. Les garçons étaient vivants, et le policier local leur demanda ce qui s'était passé. Michel leur dit que 2 hommes lui avaient tiré dessus alors qu'il était dans son lit, qu'il les avait vus frapper sa sœur avec un bâton et qu'il l'avait entendu crier. Cependant, ils ne pouvaient pas savoir qui ils étaient, car leur visage était noirci au charbon. À 15 heures, ce jour-là, Michel, qui avait souffert pendant des heures sans aucune aide des témoins, est malheureusement décédé. Cependant, Pat,
âgé de 11 ans, n'avait pas succombé à ses blessures. Le docteur Robert McDowell, un médecin renommé de Dublin, se trouvait par hasard dans une ville voisine. Et lorsqu'il a entendu parler des attaques, il s'est rendu à Mamtrasna à temps pour venir en aide au jeune garçon. Il y a eu une enquête sur les décès, qui a rendu un verdict ouvert. Le 19 août 1882, à peine 24 heures après ce crime odieux, Mamtrasna s'est retrouvé envahi par la présence des forces de l'ordre et des journalistes. La communauté soudée, saisie par la peur, s'est murée dans le silence, refusant de divulguer toute information qui pourrait mettre en danger leur sécurité ou celle de leurs proches. Dans les années 1880, l'Irlande était marquée par des conflits fonciers intenses et continus. Le paysage agricole était entaché par des tensions entre les fermiers locataires et les propriétaires terriens, alimentés par des difficultés économiques et des troubles politiques. Le problème provenait du système de tenure foncière, où les fermiers locataires, majoritairement catholiques, travaillaient des terres très souvent possédées par des propriétaires terriens protestants. Les propriétaires terriens exerçaient un grand pouvoir, imposant souvent des loyers élevés et expulsant arbitrairement, suscitant un fort mécontentement chez les fermiers locataires. La Ligue agraire était apparue comme un puissant défenseur des droits des fermiers locataires et cherchait à remédier à la répartition inégale des terres et à promouvoir des réformes, exigeant des loyers équitables et la protection des locataires contre les expulsions. Cependant, cela n'était pas soutenu par beaucoup de propriétaires terriens et a créé des tensions avec leurs locataires. Un autre problème qui avait touché les agriculteurs locaux était le vol de bétail. Cela se produisait généralement la nuit, et en 1882, de plus en plus de moutons étaient volés, et John Joyce était connu pour son implication dans le vol de moutons. Cet enchevêtrement complexe de pauvreté, de conflits fonciers et d'activités criminelles dressait un décor compliqué sur lequel s'est déroulée l'enquête pour meurtre. Les efforts des forces de l'ordre se sont intensifiés lorsque la police a lancé une série d'arrestations. L'une des personnes arrêtées les plus remarquables était un homme communément appelé Grand John Casey, et il y avait de nombreuses spéculations selon lesquelles il aurait été victime d'un vol de moutons par John Joyce. Casey a été intercepté par la police alors qu'il tentait de quitter la région. Cependant, en un temps remarquablement court, il s'est retrouvé libéré de garde à vue. Le catalyseur de ce revirement rapide a été l'apparition de 3 individus qui ont fourni des déclarations accusant d'autres personnes d'avoir commis le crime. Bien qu'il ait été révélé plus tard que ces témoins avaient été rémunérés pour leurs informations, la police a tout de même procédé à l'arrestation des 10 personnes que les 3 témoins avaient impliquées. La nuit s'est déroulée avec une série d'arrestations, marquant un chapitre important dans la quête de justice et les terribles crimes qui ont été commis. La police a agi rapidement, consciente du caractère périlleux d'être un informateur, car ces derniers étaient fréquemment pris pour cible et exposés à des conséquences mortelles, ce qui les amenait souvent à se rétracter, aggravant ainsi l'urgence de la situation. De nombreux soupçons entouraient les méthodes de la police à cette époque, avec une période très brève de 4 jours. Après les meurtres, une audience a eu lieu au cours de laquelle les informateurs ont donné leur version des faits. Anthony Joyce, cousin germain de John Joyce, a raconté s'être réveillé la nuit à cause des aboiements de chiens. Voyant 6 hommes suspects à l'extérieur, il s'est précipité pieds nus chez son frère, craignant qu'ils ne lui fassent du mal. Soulagé lorsque les hommes sont passés, Anthony, son frère et son neveu les ont suivis. Le groupe suspect est passé à 10, se dirigeant vers la maison des Joyce et se cachant derrière un buisson. Anthony Joyce a déclaré qu'il avait vu 3 hommes entrer par effraction. Entendant des cris et craignant maintenant d'être découvert, lui, son frère et son neveu ont rapidement quitté les lieux. Cette déclaration, bien que fausse, a permis à la police d'avoir assez de preuves pour procéder aux arrestations. Les 10 personnes arrêtées ont été emmenées à Dublin, où l'anglais était la langue prédominante. Cependant, dans de nombreuses régions d'Irlande, y compris le village isolé de Mamtrasna, l'irlandais était la langue prédominante. Cela signifiait que la plupart des hommes ne comprendraient même pas leur procès. Les procès devaient commencer à Dublin le 1er novembre 1882. Les enjeux étaient exceptionnellement élevés, tant pour l'accusation que pour les accusés. L'équipe de l'accusation faisait l'objet d'un examen minutieux de la part des médias et des politiciens, sous pression pour obtenir une condamnation et démontrer le contrôle sur l'Irlande. Pendant ce temps, les hommes accusés menaient littéralement un combat pour leur vie. Une condamnation entraînerait la peine ultime, la pendaison.
Ils ont été assistés par un jeune avocat inexpérimenté qui, fait notable, ne maîtrisait pas la langue irlandaise. De plus, il n'a pas eu l'occasion d'interroger ses clients avant le début de la procédure judiciaire. Au cours du procès, présidé par le juge Barry, on a demandé aux accusés de plaider coupables ou non coupables, mais un nombre important d'entre eux avaient du mal à comprendre suffisamment l'anglais pour répondre. Des interprètes ont été appelés dans la salle d'audience et les 10 hommes ont tous plaidé non coupables collectivement. Chacun devait être jugé séparément. Cependant, l'accusation s'est retrouvée dans le besoin de preuves supplémentaires, ce qui l'a amené à exercer des pressions sur 2 des accusés, Anthony Philbin et Tom Casey, qui avaient tous 2 vécu auparavant en Angleterre. Donc, parmi les 10, avaient la meilleure maîtrise de la langue anglaise. L'accusation leur a proposé un accord selon lequel les charges retenues contre eux seraient abandonnées en échange de leurs témoignages contre leurs co-accusés. La stratégie s'est révélée efficace, amenant Anthony Philbin à revenir sur sa version initiale, malgré le fait qu'il avait au départ des alibis qui le situaient hors de la ville. La nuit des meurtres, il a modifié son récit, affirmant qu'il était présent et qu'il pouvait identifier les hommes responsables des assassinats de la famille Joyce. Tom Casey a également choisi de coopérer contre les autres hommes, qui étaient des habitants aisés de Dublin. Le jury a été confronté à des barrières linguistiques, car il n'y avait pas d'interprète adéquate pour les accusés, qui parlaient principalement l'irlandais. Un policier, utilisant un dialecte irlandais différent, a proposé des traductions sélectives. La seule victime survivante, le jeune Patrick Joyce, a été dispensé de témoigner en raison du fait qu'il ne parlait pas du tout anglais. Et le tribunal a estimé qu'il ne comprenait pas les conséquences du mensonge. Cette omission a entraîné que des détails cruciaux, comme le fait que les auteurs avaient noirci leur visage, sont restés inconnus du jury et de la défense. Patrick Joyce a été le premier à comparaître devant le tribunal. Anthony Philbin, qui n'était pas présent la nuit du meurtre, a déclaré que Patrick faisait partie de ceux qui étaient entrés de force dans la maison, ajoutant que Patrick était armé d'un revolver. Cependant, Tom Casey a affirmé que 2 autres hommes, qui ne faisaient actuellement pas l'objet de poursuites, avaient participé au meurtre, contredisant ainsi les preuves établies. Malgré l'absence de mobile clair présenté lors du procès, le jury a délibéré pendant seulement 8 minutes avant de rendre un verdict de culpabilité contre Patrick Joyce. Il a ensuite été condamné à mort par pendaison. Il a montré très peu d'émotion en entendant le verdict. Presque immédiatement, un nouveau jury a été convoqué pour le procès du 2e homme, Patrick Casey. Lors de son procès, sa mère a fourni un alibi, mais ses déclarations incohérentes ont fini par incriminer son fils. Le jury n'a mis que 12 minutes pour déclarer Patrick Casey coupable, et lui aussi a été condamné à mort. Le procès suivant concernait Miles Joyce, dont l'alibi fourni par sa femme était légalement irrecevable. Après seulement 6 minutes de délibération, le jury a déclaré Miles Joyce coupable, et lui aussi a été condamné à la peine capitale par pendaison. Les 5 autres hommes en attente de procès se sont vus offrir la possibilité d'une peine de réclusion à perpétuité au lieu de la peine de mort. S'ils acceptaient de plaider coupable, les 4 premiers ont refusé d'admettre leur culpabilité. Cependant, le 5e individu, Michael Casey, âgé de 60 ans, a exprimé sa volonté de changer son plaidoyer. Si les autres faisaient de même, à l'insu des autres, Michael était en fait coupable, un fait qu'il avait avoué à sa sœur. Selon Michael, il était présent la nuit de l'incident et ceux qui étaient réellement responsables de l'organisation des meurtres étaient toujours en liberté. Il lui avait également dit que Miles Joyce, qui avait été condamné à mort, n'avait même pas été présent. Finalement, après beaucoup de persuasion, les 5 hommes ont tous changé leur plaidoyer en coupables et ont été condamnés à 20 ans de prison. De retour à Mamtrasna, les villageois ont dû attendre plus de 24 heures pour connaître le sort de leurs proches. Malgré le fait que les témoins et les preuves se contredisaient, tous les hommes ont été reconnus coupables. L'épouse de Miles, Joyce, a pris des mesures désespérées pour plaider en faveur de la vie de son mari. Dans une lettre émouvante adressée à un journal, elle déclara « Je confesse publiquement devant le ciel, mais il n'a jamais commis ce crime, ni quitté sa maison cette nuit-là. » Elle implora ceux qui avaient été reconnus coupables de déclarer son innocence. Malheureusement, ces supplications furent accueillies avec scepticisme,
beaucoup la considérant simplement comme une femme désespérée, tentant de sauver son mari, et rien de plus. Les hommes condamnés furent transférés à la prison de Galway, où, à la mi-décembre 1882 seulement, 2 jours avant les pendaisons prévues, Patrick Joyce et Patrick Casey, apportant plus de lumière sur l'affaire, firent des révélations stupéfiantes. Tous deux ont admis avoir été présents dans la maison lors des meurtres, mais ont insisté sur le fait que Miles Joyce était totalement innocent. Pour appuyer leur déclaration, ils ont exprimé leur volonté de signer des témoignages. Dans ces témoignages, ils ont affirmé que les autres personnes présentes lors des meurtres étaient Michael Casey, Thomas Casey et 3 autres qui sont restés en liberté. Thomas Casey a été identifié comme l'auteur responsable de toutes les fusillades qui avaient entraîné la mort de 3 membres de la famille Joyce. 2 des 3 individus restants, toujours en fuite, brandissaient un marteau et s'en sont servis pour attaquer mortellement les autres victimes innocentes à l'intérieur de la maison. Anthony Philbin, selon leur témoignage, n'était pas présent lors de l'horrible incident. Fait intéressant, le mobile du crime a été vaguement attribué à la rancune, sans plus de détails fournis. Malgré ces nouvelles preuves, Miles Joyce devait toujours être pendu le 15 décembre 1882. Lorsque le jour arriva, les 3 hommes furent réveillés à 6 heures du matin et on leur proposa le petit déjeuner, que tous 3 refusèrent. Ils furent ensuite remis au bourreau du trio. Patrick Joyce et Patrick Casey restèrent calmes. Ils avaient avoué leur culpabilité et semblaient avoir accepté la punition. Cependant, Miles Joyce était visiblement moins calme, agité par la perspective imminente de mourir en homme innocent. Juste avant son exécution, il déclara « Je vais me présenter devant Dieu. Je n'étais jamais là. Je n'y ai pris aucune part. Que le Seigneur pardonne à ceux qui ont témoigné contre moi. Je suis aussi innocent qu'un enfant dans son berceau. C'est bien triste de me prendre la vie à ce stade, mais j'ai mon prêtre avec moi. » Les hommes étaient placés au-dessus de la trappe, les pieds solidement attachés et des cagoules sur la tête. Miles Joyce continuait de proclamer son innocence jusqu'à ce que la manette soit actionnée. 1 heure plus tard, les hommes furent descendus et inhumés à l'intérieur des murs de la prison. On aurait pu s'attendre à ce que cela marque la fin de l'affaire, mais la réalité troublante était qu'il y avait trop de contradictions pour que l'on puisse la clore. À peine quelques heures après l'exécution, l'attention commença à se porter sur le sort de Miles Joyce. Il devint évident qu'il avait un alibi crédible. Cependant, ce n'est qu'en 1884 que l'affaire s'est réellement dénouée. Lorsque Tom Casey a avoué avoir fabriqué son témoignage, Tom avait effectivement été présent lors de la nuit fatidique, mais n'avait jamais été jugé. À la place, il a accepté un accord pour témoigner contre les autres. Cependant, il a dit que sa vie était misérable lorsqu'il est rentré chez lui. Sa femme le méprisait pour ses actes. Pourtant, étant catholique, le divorce n'était pas une option. La pression locale de son prêtre s'est intensifiée, menant finalement Tom à approcher le clergé et à admettre ses mensonges. Par la suite, le prêtre l'a obligé à se tenir près de l'autel et à avouer publiquement devant tout le monde qu'il avait menti au tribunal. La nouvelle de la confession de Tom s'est rapidement répandue et en moins d'une semaine, un journaliste l'a rencontré. Au cours de l'entretien, Anthony Philbin a également admis avoir inventé son témoignage, affirmant que le procureur les avait menacés de pendaison s'ils ne se conformaient pas. La révélation de ces mensonges a mis en lumière l'injustice qui s'était produite le 11 août 1884. Lorsque ces nouvelles informations ont été révélées, elles ont immédiatement suscité du scepticisme, des critiques affirmant que le changement soudain de témoignage était motivé par la peur de leurs voisins. Cependant, l'insatisfaction du public persistait et une clameur s'est élevée pour que l'enquête soit rouverte. Malheureusement, leurs appels ont été rejetés et, avec le temps, l'histoire a commencé à disparaître des actualités. En 1895, Mitchell Casey, le premier des prisonniers de Mamtrasna, est décédé en prison à l'âge de 73 ans. Michel était, selon tous les témoignages, coupable et probablement le seul parmi les hommes incarcérés à avoir été présent la nuit du crime. En 1900, John Casey, un homme innocent qui avait passé 18 ans derrière les barreaux, est mort dans sa cellule. Pour ajouter à la tristesse, sa famille s'est vue refuser la possibilité de récupérer son corps pour des funérailles dignes. Le 31 octobre 1902, les 3 derniers prisonniers de Mamtrasna ont été libérés.
Après avoir purgé leur peine complète de 20 ans, ils sont retournés chez eux, qu'ils n'avaient pas vu depuis le jour de leur arrestation. Fait remarquable, seulement 3 des 7 personnes initialement soupçonnées avaient été jugées, laissant 4 d'entre elles sans explication. Cependant, en 1884, Tom Casey a nommé les 7 individus en lien avec l'affaire, désignant Big John Casey comme figure centrale, qui, selon lui, avait orchestré les meurtres. La police était d'accord avec cela, et c'est Big John Casey qui avait été la première personne arrêtée, mais il a été relâché après le témoignage des 3 informateurs. Dans l'Irlande des années 1880, le gouvernement britannique supervisait l'administration de la justice. Donc le procès s'est déroulé dans le contexte de la domination britannique en Irlande. Les meurtres de Mamtrasna, l'enquête qui a suivi et l'exécution injustifiée d'un homme innocent sont considérés comme ayant joué un rôle dans le déclin du gouvernement Gladstone en Grande-Bretagne. Cette période de l'histoire irlandaise était caractérisée par des troubles agraires, des tensions politiques et des revendications pour l'autonomie de l'Irlande. Le procès injuste des personnes accusées des crimes atroces de Mamtrasna en 1882 a encore mis en évidence les difficultés à affronter le gouvernement durant cette époque turbulente. Le mercredi 4 avril 2018, le président de l'Irlande, Michael D. Higgins, a signé une grâce présidentielle posthume en faveur de Miles Joyce. À ce jour, le gouvernement britannique n'a pas fait de même. Le mobile des meurtres de Mamtrasna demeure un mystère, défiant toute explication concluante. Malgré les efforts pour comprendre les raisons derrière ces événements tragiques, une explication définitive s'est révélée insaisissable. Il semble donc de plus en plus probable que cela restera dissimulé dans l'ombre de l'histoire et persistera comme une énigme non résolue, résistant à toute compréhension définitive. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.